Merci à tous d'être là. On va commencer maintenant. Je suis Clément Lafargue de chez Expertise France. Je porte le programme ULAC Digital Accelerator. On est chez Wilco, dans leurs locaux, dans le centre de Paris, à côté de l'hôtel de ville, avec Eric Veissé, présent dans la salle. Bonjour. Et ses équipes, avec Julia Sekou. Et on a deux startups qui sont là en présentiel, avec Gilles Pablo. Voilà, et son collègue, qui n'est pas son collègue, dans une autre startup qui va arriver. Et je suis entouré de mon équipe que vous voyez pas vraiment derrière moi, de chez Expertise France aussi. On va vous présenter le programme ULAC Digital Accelerator, qui est un dispositif européen de soutien au secteur privé et aux startups européennes. C'est pour ça qu'on va vous en parler spécialement sur la clean tech et l'autre verticale. Et comme je vous le disais, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table avant de vous autres qui êtes en ligne et en salle pour voilà, qu'on juste dire en deux mots votre nom, le nom de votre startup et la solution que vous avez créée assez rapidement, quoi. Ça vous va? Peut-être Judith, toi qui as la vue sur les participants, tu peux distribuer la parole. Voilà. C'est toi qui as mis ton micro, non, Judith? On est bon? On est bon, le son. Alors, peut-être l'équipe de Highlight, si vous pouvez bien vous présenter. Oui, bonjour. Excusez-moi, je ne sais pas si alors vous me voyez ou pas, mais est-ce que vous m'entendez déjà? Donc je m'appelle Bastien, je suis le chief of staff de Highlight. Et donc chez Highlight, ce qu'on fait, c'est un ballon dirigeable pour inspecter les fuites de méthane sur de longues distances et précisément. Et on est assez intéressé du coup par cet accélérateur parce qu'on sait que l'Amérique latine a beaucoup de ressources et beaucoup d'infrastructures et donc on voulait un peu en savoir plus sur le marché. Top. Vous êtes basé où, pardon? On est basé à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ouais. De Cerna, de TCP, qui est... The Cross Product? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais, on vous entend. Parfait, impeccable. Donc, je suis André Cernin, CEO et cofondateur de TCP. J'ai vu que mon associé Kouroche est dans la salle également. Et on développe une technologie d'inspection 3D des infrastructures de transport, que ce soit du ferroviaire, de la route, des autoroutes. Et ce séminaire, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est l'Amérique latine et je suis colombien. Voilà, Super. Bienvenue. merci. Ensuite, peut-être Grégoire Semcast. Je ne sais pas si tu... Ah ouais. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Mhm. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok, bon, enchanté, Grégoire Cinca, lauréat Wilco 2020, aujourd'hui mentor alumni chez Wilco, président de la société Ivadrone. Ivadrone, c'est une société qui aujourd'hui opère sur toute l'Europe. Des prestations techniques par drone avec la plateforme de gestion opérationnelle de prestations techniques par drone à grande échelle. On réalise des prestations sur plusieurs sujets, de manière générale, l'inspection d'infrastructures, les télécoms, l'énergie renouvelable, etc. Et évidemment, notre modèle étant aujourd'hui prouvé, scalable et à grande échelle, on est intéressé par le marché, par l'Amérique latine et les marchés internationaux. Ok. Bienvenue, Grégoire. Merci. On va discuter. Est-ce qu'on peut prendre Louis, qu'on entend par ailleurs, comme ça Oh mince. pas de problème, c'est adorable. Ouais, bonjour, pardon. Effectivement, c'est les vacances et je suis de garde. Louis Olagnon, société Carto Débat. Ouais. Nous, on a une plateforme de participation citoyenne Ok. qui est utilisée pour le moment en Amérique latine, juste au Chili, mais ça nous rend curieux de savoir ce que vous proposez.
Et Sinon, on participation opère citoyenne, en Europe. On est basé à Saint-Étienne. d'accord. Et ça veut dire quoi concrètement, participation citoyenne? C'est de la consultation sur des sujets de démocratie politique ou de quoi on parle? Voilà, c'est ça. C'est pour des questions de politique publique. On fait aussi ce qu'on appelle des débats sciences-société. Donc, par exemple, à Santiago, c'est une université qui débat de questions éthiques autour des sciences, sur l'IA et les neurosciences en particulier. Et on travaille aussi pour des développeurs d'énergie renouvelable sur de l'éolien en particulier. Ok, très bien. Ben, merci Louis. Je coupe mon micro, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas fait attention. Pas de problème. Ok. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on va avoir Sekou Keita qui est là aussi. C'est cool dans la salle derrière. Non, excusez-moi. Travaille chez Wico. C'est une start-up italienne. Pardon, excusez-moi. Célina Antonio, que je vois là À l'écran en bas. à l'écran. Vous êtes mute pour l'instant. Voilà, merci. Oui, je coupais mon micro pour éviter de Bien faire sûr. profiter des bruits ambiants. Donc, en fait, je suis là pour représenter un peu Citizen et voir un petit peu plus d'informations. Donc, on est Alumni Station F. On résout un problème, c'est-à-dire donner l'accès au rendement et en permettant de transformer l'habitat actuel dans une version durable. Donc, pour nous, notre positionnement est vraiment de pouvoir faire le pont entre des actifs qui peuvent être ici en France et une population en Amérique latine. Donc, on a fait un product fit en Colombie et notre zone géographique, pour moi, est plus simple sur la partie du Brésil et on pense plutôt sur pas forcément une zone géographique, mais plutôt sur la langue qu'on utilise. Mhm. Donc, que ce soit l'espagnol ou le portugais, c'est aujourd'hui avec une version digitale, c'est plutôt sur ce modèle-là, comment on peut venir apporter une facilitation sur des utilisateurs qui soient à l'uso ou hispaniques. Ok. Et donc vous intervenez sur le secteur de la construction au Sur moment toute de la la construction. part, en fait, on a pris conscience que il y a à peu près 1% des biens immobiliers qui sont durables. Donc, tous les acteurs doivent transformer leurs actifs. Nous, on s'est focalisé sur la partie des actifs commerciaux qui ont une rentabilité pour permettre de donner accès à une population qui est, par exemple, qui peut se trouver en Amérique latine et qui peut investir sur des biens qui vont se transformer, mais qui ont en même temps une rentabilité. Donc, de faire une boucle vertueuse, de dire, voilà, euh, on a besoin de nouveaux investisseurs, et d'un autre côté, il y a toute une population, même en France, hein, qui est en marge, à qui on ne propose jamais un produit financier qui soit vertueux et abordable et facile. Donc, en fait, on fait cette boucle-là. Ok, compris. Merci Célina. Je t'en prie. Ensuite, il va nous rester Yacine avant de présenter le reste, que je vois également à l'écran. Oui, Bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Très bien. On vous entend très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je suis le CEO et le fondateur de Sargaz. Donc, la société s'appelle Sargaz en lien avec les fameuses algues sargasses. Les sargasses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une algue qui pullule en Amérique centrale depuis 2011. C'est un véritable fléau. Donc, nous, ce que l'on veut faire, c'est une solution de dépollution des sargasses autofinancée. Globalement, on récolte les sargasses et on les revalorise en énergie alternative, donc essentiellement du biogaz. Hmm. Très bien. Ouais, on est sensibilisé au sujet des sargasses sur la zone et il faudra qu'on en reparle, effectivement. Ok, merci à tous pour la présentation de vos structures. On va voir là on va parler de quelques challenges qui sont publiés en ce moment sur la plateforme qui concernent les problématiques que vous avez nommées. Également, je n'ai pas présenté Abel, que je vois à l'écran.
Abel, if you want to say a word, you can, or I can for you, as you want. Hi, bonjour à tous. And yeah, thank you, Clément, for the intro, and thanks everyone for introducing yourselves. So my name is Abel Fernandez, the heads of the EU projects department at EBAN, the European Business Angel Network. We are based in Brussels, so not far from Paris actually. Together with Clément, we are both of us working under the EU LAC Digital Accelerator. In our case, we are mostly focused on the investors part, connecting with also financial institutions. What does it mean? Basically, what we are trying to do, and maybe, we'll have time to discuss this a little bit further in detail later today, but we are trying to put together the first ever pan-Latin American investor network. Hence me going to Peru this Sunday and being in Mexico next week to try to get a grip and a hold on the ecosystem there and see how we can set up this first pan-Latin American, mimicking basically what we have done here in Europe and what we did in Africa with ABAN, with the African Business Angel Network. No? So yeah, looking forward to this session, to discovering more what you guys do. Et Abel nous présentera effectivement toute la partie Invest qui est présente dans le programme et à quoi ça peut vous servir. Thank you, Abel. So I'm going to start, pardon, je vais faire en français aujourd'hui, n'hésitez pas à m'interrompre, on s'arrêtera à la fin de chaque partie pour vos questions, remarques. Ce qui concerne votre boîte, on est suffisamment peu nombreux pour avoir une discussion un peu personnalisée. Donc profitons-en, et voilà, on va commencer comme ça. Donc on parlera de l'accélérateur digital, on reviendra sur les notions de corporate venturing and venture clients, qui sont les manières qu'on a de collaborer entre corporate et start-up dans ce programme. On reviendra sur les challenges actuels qui sont présents sur la plateforme auxquels vous pouvez répondre en tant que start-up. Et à la partie 4 avec Abel sur tout ce qui est Invest. Okay. Bon, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, elle est assez simple. Je vais vous redécrire le programme, mais en 2 mots, il s'agit de connecter en fait les corporates et les startups pour qu'elles travaillent ensemble dans un mode d'open innovation. Les corporates sont porteurs d'un challenge, porteurs d'une problématique, d'une difficulté qu'ils ont à résoudre et ils cherchent à innover pour la résoudre. Ça peut concerner ou leur process ou leurs produits finaux. C'est souvent leur process et ils vont chercher sur le marché les solutions qu'ils n'ont pas en interne. Ils vont faire la R&D à travers vous, les startups qui avaient ces solutions disponibles sur le marché, qui est plus expert qu'eux, plus agile. Et ils vont venir faire appel aux startups. Ils vont donc publier des challenges en disant moi je travaille dans la construction, je déploie beaucoup de CO2 dans ma construction de béton, je souhaiterais décarboner cette industrie, est-ce que vous avez des solutions qui me permettent de le faire par exemple? Et donc là en ce moment on est en plein dans la vague cleantech, et on est intéressé particulièrement aux solutions dépolluantes, décarbonantes, rémédiation, tout ce qui peut réduire l'impact écologique des industries. Et donc on cherche des startups qui sont capables d'apporter ces solutions aux groupes industriels ou agricoles. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui. Vous êtes un panel de startups qui travaillent dans ce secteur, et on a des open calls, donc des appels à candidature tous les 6 mois. Et celui-ci qu'on fait en ce moment, qui termine fin octobre, mais qui s'étend sur novembre, hein, si vous avez un peu le temps. Si vous souhaitez candidater, c'est maintenant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous présente ça. Je vais revenir quand même sur le programme. Nous, notre but, à travers ce programme EU LAC Digital Accelerator, qui est financé par l'Union européenne et la Commission, in fine, c'est le développement de la zone Amérique latine, développement économique, développement d'emploi, dans des buts d'objectifs de développement durable qui sont promus par l'Europe, l'ONU et Expertise France pour qui on travaille, par exemple. Le but aussi, c'est d'améliorer la transformation digitale du continent en y amenant les compétences que vous avez sur le sujet du numérique chez les acteurs qui travaillent là-bas. Donc on va vraiment faire ce pont entre le digital en Europe et les besoins digitaux en Amérique latine. La forme que ça prend, c'est un parcours d'accélération. Donc ceux qui sont chez Wilco, ils sont assez familiers, mais on va faire ça en 2 phases. En gros, il y a une phase de matching où on va recenser les besoins des corporates
Donc, on va aller sonder chez les grands groupes quels sont leurs besoins d'innovation. On va discuter avec les CIO, les Chief Innovation Officers ou les départements innovation pour dire, OK, c'est quoi vos problématiques de production ou de produit final? Sur quoi vous cherchez à innover pour rester compétitif ou pour réduire votre impact environnemental ou social? Une fois qu'on a identifié ces problématiques chez les corporates, on va les aider à les publier sur la plateforme, je vais vous montrer après. Et derrière, on va faire ce qu'on appelle le scouting des startups, donc du sourcing tout simplement, de startups qui sont qualifiées pour répondre à ces challenges. Donc en ce moment, on va répertorier un maximum de challenges liés aux problématiques clean tech et des startups qui ont des solutions dans ce domaine-là. Et le but, donc, c'est de les faire matcher. Nous, on intervient sur toute cette partie intermédiation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Et on va présenter les startups qui ont candidaté au corporate. Il va y avoir un processus de sélection qu'on va intermédier. Et derrière, une fois que les corporates et les startups se sont trouvés en tant que partenaires, ils vont suivre un parcours d'accélération de 6 mois au cours duquel le proof of concept, le POC va être réalisé. Et le couple Startup Corporate va suivre des workshops d'accélération, donc vraiment des jours-hommes de consultance où vous allez être guidé soit sur la partie vraiment technique, soit sur les parties business plan, soit sur les parties invest, mais je vais vous le redétailler. Donc il y a vraiment 2 phases, quoi. Le matching, se trouver autour d'un besoin, et le build, réaliser le test. Je fais un petit point, on en reparlera, mais donc le schéma logique, c'est un peu celui-là. Donc d'abord, la corporate exprime un besoin, ensuite la startup candidate, ensuite elles travaillent ensemble. Maintenant, si vous, les startups, vous avez déjà des partenaires avec qui vous êtes en pré-phase de contractualisation ou vous avez déjà discuté avec eux sur des projets d'innovation, vous pouvez aussi rentrer dans le programme directement ici, dire OK, je skip le matching, moi j'ai déjà trouvé mon partenaire, donc je viens avec mon partenaire et on candidate ensemble pour l'accélération. Je précise que tout ça est donc financé par l'Union européenne, donc sans coût pour vous, côté startup. Et voilà. Si, et je précise un dernier truc, les couples, ce qu'on voit en fond d'écran vaguement en trame, c'est que les couples startup corporate doivent être chacune d'un côté de l'Atlantique. Donc vous, en tant que startup européenne, vos contreparties, ça va être des grands groupes d'Amérique latine et des Caraïbes. Quand je dis Amérique latine, Caraïbes, ça va du Mexique au Cap Horn. Tout sauf les States et le Canada, en gros. Donc vous, en tant que startup européenne, vous allez pouvoir regarder les challenges postés par des groupes d'Amérique latine et voir si vos solutions fit avec leurs besoins. Ou amener des startups, des corporates d'Amérique latine avec lesquels vous travaillez déjà à poster un challenge avec vous en commun pour le résoudre ensemble. Donc j'ai entendu au début dans les présentations des startups qu'il y en a qui étaient déjà en lien avec des marchés d'Amérique latine. Ça peut être une manière de travailler avec ces partenaires-là sur un POC technique, d'approfondir les relations que vous avez ensemble et de venir ensemble dans ce programme. Comment ça fonctionne concrètement? Il y a une plateforme de matching qui est mise à disposition des 2 parties, corporate comme startup, des 2 côtés de l'Atlantique. Je vais juste vous la montrer rapidement. C'est ce lien-là et on vous enverra le PowerPoint de toute façon, mais c'est là aussi plateforme publique, donc ouverte, gratuite. L'inscription se fait de 2 à 5 minutes selon laquelle vous tapez. Et voilà, c'est assez basique comme mode. Dessus, vous allez retrouver les descriptions des corporates et des startups, les challenges des corporates avec vraiment quelles solutions techniques ils recherchent, quelles contreparties ils proposent aussi aux startups avec lesquelles ils travaillent. Je vais vous montrer ça plutôt, ce sera plus parlant. Donc bon, là, moi, je suis déjà logué, mais vous auriez à vous inscrire et à vous loguer. Je vous montre que 2 onglets pour pas être trop long sur ce genre de démo. Mais donc là, il y a à peu près 1300 organisations sur la plateforme. Donc c'est l'écosystème EULAC qu'on cherche à constituer, qu'on voudrait, qui à terme, en 2027, à la fin du programme, doit être autoporteur, autosuffisant. Donc vraiment le réseau des corporates et des startups d'Amérique latine et d'Europe qui travaillent sur l'innovation, qui veulent travailler ensemble. Dessus, vous devez avoir à peu près 70% de startups, 20% de grands groupes et 10% de business support organization comme des accélérateurs, des investisseurs et quelques public bodies, comme on dit. Et derrière, surtout, vous allez retrouver les challenges que les corporates postent, auxquels vous pouvez répondre.
Donc en ce moment, il y en a 108. Le nombre varie en fonction des challenges qui sont postés, de ceux qui sont répondus, et vous pouvez les filtrer par différentes areas. Là, je vais peut-être faire un focus sur la clean tech puisque c'est notre sujet du jour. Et voilà, vous allez retrouver à chaque fois, par exemple, voilà, Smarten de Colombie. Celui-là, je ne le connais pas, il vient d'être posté hier, je pense. Intégration avec Testing Technology, pardon. For fast charging and discharging solution for electric vehicle. Donc à chaque fois, c'est écrit de cette manière suivante. Ils vont dire, OK, voici le challenge, le type de challenge auquel on se fait face. Voici le type de compagnie qu'on est et la solution qu'on propose. Le type de solution technologique qu'ils recherchent sur le marché et ce qu'ils vont offrir en contrepartie à la startup. En général, c'est des moyens humains, matériels, temps. Et ça peut être aussi du split de bénéfices sur les ventes finales d'un nouveau produit. Tout ça est variable selon l'entreprise. Et à chaque fois, vous avez la personne référente chez eux. Donc ici, Marc Ravirez de chez Smartel. Vous avez ensuite la description de la compagnie si vous alliez dessus. Oui, voilà. Bon, il peut y avoir plus ou moins d'informations qui est remplie. Souvent, il y a un deck, il y a des choses plus ou moins complètes. En tout cas, voilà, je vous montre juste celui-là et on va en reparler d'autres, mais c'est la forme que ça prend. Et surtout, vous derrière, ce que vous pouvez faire, c'est soit discuter avec eux à travers les boutons chat et request meeting. Pardon. Et il y aurait aussi un bouton, vous, si vous êtes logué en tant que startup, il y aurait un bouton qui s'appelle Submit your application pour répondre vraiment au challenge qui est posté. Donc c'est un appel d'offres classique, comme vous avez déjà dû en voir par ailleurs. Des questions là-dessus? Ça va? Ok, je continue. Du coup, l'intérêt pour vous en tant que startup, Connect with Venture Clients, ça veut vraiment dire, OK, en fait, sur ces 108 challenges, vous avez probablement 80 gros groupes d'Amérique latine avec qui vous pouvez potentiellement travailler en faisant l'application sur ces futurs clients. Et ça a pas mal de force parce que aller chercher ces besoins en Amérique latine pour vous, ça va être peut-être un peu compliqué, un peu long. Donc on fait tout ce travail en amont pour vous et on vous met directement en lien avec eux. Donc d'un côté lien business et lien innovation, c'est pas mal. Deuxième point sur l'expand internationally, là encore, aller chercher ces besoins en France, ça peut être assez simple. Aller chercher de l'autre côté de l'Atlantique, plus compliqué. Et surtout, ça vous donne l'opportunité, une fois que vous travaillez avec eux, de déployer vos solutions à travers leur activité commerciale sur l'autre continent, quoi, et de vous donner accès à des tailles de marché plus grandes d'un seul coup. Je passe sur la visibilité. Ce que ça vous permettra surtout, c'est de travailler sur votre technologie et votre innovation. Donc d'augmenter la technological readiness de vos produits, d'améliorer votre MVP et de tester un use case de votre solution dans des conditions réelles d'un client, quoi. Et la forme que ça prendra, je vais le redétailler juste après, c'est que vous allez recevoir un support d'Acceleration Services, donc vraiment des experts consultants de l'innovation qui vont vous accompagner, vous et le corporate, sur l'intégration de votre technologie, le développement de la technologie. On dit up to 40K, ça veut dire que c'est environ 50 jours hommes qui sont financés par l'Union européenne pour vous aider à faire ça. Et le dernier point, c'est le point d'Abel, Access to Financial Investment Resources, à l'exit de l'accélération. On vous propose aussi de retravailler votre pitch investisseur et de vous présenter un réseau d'investisseurs que sont ceux de European Business Angel, de tout ce réseau d'investisseurs d'Amérique latine et d'Europe qui est regroupé autour de ce projet. OK. Voilà, donc je reviens pas là-dessus. On a vu qu'il y avait 108 challenges, 40 cas de services de consulting permis par ce programme. Et je reviens juste vite fait sur le catalogue de services pour dire, OK, il y a 34 services, mais de quoi on parle? Acceleration Roadmap, ça veut simplement dire qu'on va s'asseoir avec vous, Startup plus Corporate ensemble, pour dire, OK, pour réaliser ce POC, de quoi vous avez besoin, vous, dans votre cas particulier. On va vous faire une solution tailor-made en disant, bon, vous, c'est plus sur la proof of concept que vous avez besoin d'être guidé. C'est plus sur les specs fonctionnels, c'est plus sur le Q&A, où il y a des gens qui vont être très bons là-dessus, leur solution est très, très, très prête.
ils vont plus avoir besoin d'un business case, de retravailler sur l'IP, donc les patents, la propriété intellectuelle, le plan de développement à l'international, etc. Ou encore, ça peut être la partie investment and scaling. Donc, OK, moi, je veux scaler cette solution, j'ai besoin de fonds pour faire ça. Est-ce qu'on peut justement avoir ces rendez-vous avec de nouveaux investisseurs? Ces services sont au choix et compatibles. C'est selon le besoin. À chaque fois, on détermine avec le couple qu'est-ce qu'on prend, mais ça vous donne le range de solutions possibles à travers cette accélération. Et pour être un peu plus concret sur des exemples passés, à chaque fois donc, on parle d'un couple corporate startup. Je vais en parler de 3. Le premier, c'est L'Oréal et Rubisco. Donc L'Oréal, c'était dans le cadre des cosmétiques. Ils cherchent à avoir de nouvelles molécules et de nouvelles recettes en fait, dans leurs produits qui soient plus green, avec moins d'impact. Et ils ont fait un appel à projet. Et c'est Rubisco qui a répondu, qui est un laboratoire au Chili, qui, eux, travaillent sur ces substances, travaillent sur l'analyse aussi des recettes qui sont faites dans leur chimie. Et en 6 mois, ils vont sortir là, à la fin de l'année, les résultats de leur recherche. Donc voilà, là, c'était vraiment dans le secteur cosmétique. Infotrack, le deuxième qu'on voit là, qui est un transporteur dans la logistique colombienne. Eux, leur objectif, c'était de maximiser la supply chain pour leurs clients et ils sont travaillés avec Blicker, qui eux sont des caméras qui travaillent avec de l'IA. Donc en gros, ils ont mis des QR codes un petit peu sur tout ce qui transite par les entrepôts d'Infotrack et Blicker est capable de lire tous ces QR codes d'assez loin et d'intégrer toutes ces données pour avoir une traçabilité des flux totales et ensuite optimiser les chaînes dans la supply. Donc voilà, c'était vraiment ça qui était mis en place dans ce cas-là. Et dans le dernier cas, il s'agit d'une appli qui a été développée au Brésil, qui faisait du monitoring de données de santé sur des patients, qui avait été plus fait dans le cadre du B2C et qu'ils ont appliqué dans un hôpital pour vraiment suivre les constantes des patients, notamment sur de la kiné et des personnes âgées. Et donc, ils ont développé cette appli et ils l'ont mis en place dans tous les hôpitaux portugais. De ce groupe-là, Hermas Hospitaleras. Tout ça pour dire que les domaines d'application sont assez vastes. Je veux dire, les corporates, elles peuvent sortir dans plusieurs secteurs. Et après, c'est la couche technologique, tech, SaaS, AI, des startups que vous représentez qui vont venir enrichir leurs solutions ou leurs process. Et donc, il faut imaginer les use cases de à quoi votre startup peut servir dans leurs besoins. Et c'est là qu'on vous aide à faire ce matching, puisqu'on va recenser leurs besoins et vous dire, OK, ça c'est peut-être un use case pour moi. Je fais un petit stop ici, savoir s'il y a des premières questions ou remarques dans la salle ou dans l'écran. Ça va? Okay. Peut-être juste à la main levée, quand on parle de venture client ou de corporate venturing, est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, non. Et dans la virtual room? OK. Le corporate venturing, c'est tout simplement les stratégies des corporates dans leur travail de collaboration sur l'innovation avec les startups. C'est quelque chose que vous connaissez tous, vous travaillez avec des grands groupes. Là, je voulais juste vous refaire un truc un peu théorique sur comment ça a été conceptualisé par les grands groupes et comment ils vous voient en fait, pour que vous compreniez comment mieux interagir avec eux et vous insérer mieux dans leur process de sélection. Parce que ces grands groupes-là, ils ont l'habitude de poster des challenges, ils ont l'habitude de sourcer des startups, ils ont des process assez formatés sur les process de sélection. Mais voilà, donc quand ils font appel à de l'open innovation, ils font le choix déjà de ne pas développer en interne parce qu'ils vous font confiance sur le fait que vous avez une meilleure technologie déjà prête. Quand on parle de venturing, les ventures, c'est vous dans ce cas-là, des véhicules à risque. C'est plus risqué pour eux de travailler avec une startup assez jeune que de travailler avec leur R&D. Pour autant, vous avez souvent des meilleurs produits et vous êtes plus agile. Donc, ils font ce choix de travailler en externe.
Et il y a plein de mécanismes qui sont mis en place par les grands groupes pour travailler avec vous. Vous avez souvent des hackathons dont vous entendez beaucoup parler, de l'acquisition, des M&A, de startups qui sont rachetées, des corporate venture capital, donc des corporates qui prennent des parts dans les startups hors majorité. Il peut y avoir des challenges qui sont mis en place. Ça, c'est des trucs qu'on voit assez souvent. Ensuite, quand les groupes ont une démarche d'open innovation un peu plus structurée, ils vont utiliser des stratégies et des méthodes un peu plus poussées que vont être le client venturing, qui est le mode de collaboration dont on va parler maintenant, mais aussi venture builder. Donc, ils vont créer eux-mêmes leur propre startup pour répondre à une solution qu'ils n'ont pas trouvée sur le marché, ou ils peuvent créer leur propre accélérateur, incubateur en propre. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Tout ça, c'est la boîte à outils des fonctions innovation chez les corporates. Et donc, le but, c'est de dire, OK, comment moi, en tant que startup, je m'intègre là-dedans de la manière la plus pertinente. L'intérêt, encore une fois, du corporate venturing pour les corporates, ça vient des forces et des faiblesses assez complémentaires des uns et des autres. En gros, les corporates, elles ont des process assez lents, elles ont des équipes R&D qui leur coûtent assez cher et qui sont pas très créatives. Ils ont des process trop rigides ils ont une grosse aversion au risque. Ça, c'est les difficultés des corporations. Par contre, vous, pour les startups, vous allez être hyper agile, vous allez avoir plein de nouvelles idées, plein de technologies de niche. Vos équipes en règle générale sont plus productives, plus motivées, croissance rapide, et vous n'avez pas trop d'aversion au risque, vous êtes là pour tester. Donc, combiner ça avec les avantages que peuvent vous offrir les corporates, notamment dans les accès au marché. Là, on parlait des marchés d'Amérique du Sud, de leur workforce, donc des nombres de FTE qu'ils ont à vous dédier, des ressources tout simplement financières qu'ils ont à mettre à disposition et de leur réseau de partenaires et de clients, c'est hyper avantageux pour vous. Donc voilà, c'est cette combinaison d'avantages et désavantages qui se complètent bien, qui fait que les corporates, elles savent qu'elles ont intérêt à travailler avec vous. Et aujourd'hui, c'est vraiment un nombre croissant, quoi. On est vraiment dans l'open innovation très structurée dans les plus grands groupes, quoi. Et donc, ce que je vous disais, c'est que l'intérêt, ça va être de parler avec les innovation managers, dans votre cas, pour les corporates. Maintenant, il y a même des verticales entières qui sont structurées, dans le sens où, par exemple, si vous voulez travailler sur la construction, vous pouvez aller voir chaque groupe de la construction et leur dire est-ce que vous avez des projets, ou vous pouvez aller vers les Corporate Venturing Squad, donc toutes ces industries qui ont décidé de se centraliser le sourcing des startups. Chez Léonard, par exemple, côté Vinci, il y a 4000 entreprises derrière et il faut remonter les besoins des 4000 entreprises. Donc en parlant à Léonard, vous parlez à 4000 boîtes. Ça peut être intéressant pour vous aussi. Et juste un dernier point pour vous montrer un petit peu l'intérêt de varier les solutions du côté d'un grand groupe. C'est le temps que ça va prendre. Donc pour faire émerger l'innovation, donc stage 1, c'est j'identifie une problématique. Stage 2, je collabore avec une startup. Stage 3, l'innovation est implémentée dans mon groupe et elle est prête à être utilisée en interne ou en livraison marché. En fait, de faire de l'acquisition, ça prend 20 mois, donc quasiment 2 ans. De faire un accélérateur, c'est pareil, on est plutôt sur 1 an. Les strategic partnerships, on est sur presque 30 mois. L'option hackathon qu'on voit le plus souvent, qui est assez connue, parce que justement elle est rapide, elle est bien, mais il y a aussi le venture client, donc cette partie pré-client où en fait vous faites ce POC avec eux, vous développez la solution en commun avec eux et aussi pour leur système, et derrière ça fait de vous un fournisseur stratégique avec qui les relations peuvent devenir soit du client, soit de l'invest, soit à vous de décider. Donc ce mode-là est assez plébiscité en ce moment et c'est celui qu'on propose le plus dans ce programme. Bon, je vais passer assez vite sur ce graphique, mais c'est pour vous dire que les entreprises, elles ont 2 grosses contraintes. Les montants qu'elles dépensent pour créer l'innovation et le temps que ça leur prend. Voilà, tout ce qui est acquisition, tout ce qui va être investissement dans les startups, qui est le truc auquel on pense le plus. On cherche à être investi par des grands groupes. C'est bien, mais en fait, c'est long et c'est cher. Ce qui est pas mal, et ce qu'on voit le plus, c'est les hackathons parce que c'est rapide et pas cher. Et finalement, c'est aussi le corporate venturing qu'on trouve ici, quoi.
Donc, ce qu'on suggère le plus, en fait, c'est quand vous travaillez en phase de early stage avec ces corporates, de leur proposer cette solution de venture client et de dire, OK, faisons un test ensemble. En 6 mois, on voit si on est compatible et on va s'apporter les choses mutuellement. C'est plus rapide, c'est moins cher pour les grands groupes. Je vous dis tout ça pour vous dire, OK, comment vous positionnez face à un grand groupe avec votre technologie et aussi pour que vous commenciez à penser, en fait, si j'ai un POC en cours ou si la corporate a un POC en cours qui souhaiterait commencer, leur parler de ce mode de collaboration, ça peut être un déclencheur. De qui on parle précisément quand on parle de grands groupes qui ont des stratégies de corporate venturing? C'est souvent des groupes assez structurés et en Amérique latine, on les a répertoriés. On ne voit pas grand-chose sur ces slides-là, donc on en a d'autres après. Mais tout ça pour vous dire qu'il y en a énormément au Brésil, forcément, qui a un énorme marché. Au Chili, bien sûr. Colombie, Mexique, Argentine, classiquement. Les autres aussi, mais c'est vraiment les marchés les plus dynamiques. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme type de gros groupes qui font appel à ces stratégies? Beaucoup d'entreprises européennes basées là-bas, mais voilà, là si je fais un petit tour, il y a du Renault, Telefonica, BNP, Accenture, Ernst Young, Lafarge. Voilà, on va retrouver tous les secteurs souvent de l'automotive, construction, mining, consulting, banking. Est-ce que je vois quelque chose d'autre? Siemens aussi, on a pas mal d'électronique, effectivement, etc. Donc en tout cas, c'est avec ce type de grand groupe-là que l'accélérateur va avoir tendance à vous mettre en lien. Là, on est un petit peu sur le haut de marché, donc les plus grands groupes, mais il faut s'imaginer qu'il y a aussi des entreprises de taille plus intermédiaire, des ETI qui font aussi appel à l'innovation externe et aux startups, qui n'ont pas une approche aussi structurée de la chose. Ils appellent ça pas ça corporate venturing, etc. Mais ils font la même chose, sauf que c'est moins processé chez eux. Et on va aussi aller chercher ces challenges et les besoins de groupes un peu plus petits qui sont prêts à travailler avec de l'innovation verte. Voilà. Partie peut-être un petit peu plus universitaire. Tous ces slides-là, c'est IESE qui les ont produits. IESE, c'est le Open Innovation and Corporate Venturing Institute, qui est basé à Barcelone et qui est un des partenaires du projet ULAC Digital Accelerator. C'est des experts du sujet, ils ont l'habitude de parler de ça. Donc n'hésitez pas à consulter ces ressources, elles sont assez précieuses, je trouve. Vous avez des questions sur cette partie? Client venturing, relations startup corporate, où on est bon? Peut-être une question, c'est que, si on comprend bien, c'est un processus financé par notamment la Commission européenne. Ouais. Donc, côté startup, c'est surtout des aides, services pour accompagnement. Ouais. Et c'est quoi le plus pour les grands groupes? Les grands groupes, dans leur stratégie de corporate venturing, ils vont aller chercher à l'extérieur de chez eux des startups. C'est-à-dire qu'ils doivent publier, ils doivent comprendre leurs besoins, ils doivent sourcer des startups. Ça leur prend énormément de temps de faire ça. Nous, on leur propose de faire ça pour eux. Donc, ça veut dire qu'on publie leur challenge, on le diffuse, on fait le sourcing des startups, on fait le tri des candidatures et on leur amène. Donc, déjà, tout ce travail-là, c'est du temps en moins pour eux. Donc, c'est assez bénéfique pour eux. Et ensuite, surtout, ils ont besoin, eux, à la base, ils ont un problème d'innovation. Donc, on leur aide à le résoudre. Et en 6 mois, quand on fait cette accélération avec vous et eux, à la fin, ils ont trouvé la solution à leur problème. Donc, on accompagne pour que la problématique technique soit résolue en 6 mois. Donc, d'une part, sourcer la bonne contrepartie pour résoudre ce problème et guider le travail entre vous deux pour qu'en 6 mois, la solution soit développée. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dans l'hypothèse, le début de dire, bah, tiens, si vous avez déjà matché avec un grand compte et que vous voulez proposer à être là ensemble, ouais. Donc c'est pour avoir l'accompagnement. Ouais, c'est ça. Okay. C'est pas sur cette partie-là où tu as vraiment sur les 6 mois de service. Donc là, il y a 2 grosses plus-values pour les corporates. La partie matching, pour eux, c'est énorme. Ça va prendre beaucoup de temps de gérer leur sourcing. Et le deal, qui est concrètement sur quoi on travaille. 6 mois, pourquoi? Comme je vous disais, on est sur les startups de la tech. Donc on est souvent sur des lignes de code, du product management. Donc en 6 mois, on est capable de faire des roadmaps et des MVP un peu solides, contrairement à de la deep tech qui prend plus de temps.
Pour être un peu plus concret, on va passer sur des challenges qui sont présents en ce moment sur la plateforme. Pour vous montrer quelques exemples de ceux auxquels vous pouvez candidater, vous donner des idées de groupes que vous pourriez emmener dans le programme avec vous. Et je vais laisser Nathan présenter ça. Yes. Donc ça, c'est juste simplement des exemples de corporates avec qui on a pu accélérer des collaborations. On vous a pris 5 exemples de projets qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas eu trop de taux de réponse. Je ne sais pas trop s'il fallait que je parle. Non, ce qu'on peut dire sur cette slide-là, c'est que dans les challenges qu'on va présenter, vous allez avoir plein d'industries un peu variées, donc du mining, de la electricity plants. Mais leurs problématiques vont souvent être les mêmes, c'est-à-dire que dans les différents secteurs qu'on voit là, agriculture, industrie, transportation, energy and co, leur problématique à chaque fois, ça va être comment dans mon industrie, je réduis mon empreinte écologique et donc je fais appel au secteur de la clean tech pour résoudre mes problèmes. Donc on va avoir des challenges de différents secteurs, mais qui vont se rejoindre. À chaque fois, ça va être comment je consomme moins d'énergie, comment je fais ma transformation de véhicules polluants vers des véhicules plus stables, comment je gère la water purification, etc., le wasting. Donc, c'est toutes ces problématiques-là que tous les grands groupes ont, quel que soit leur domaine d'intervention, sur lesquels vous pouvez intervenir. Voilà, donc on vous a pris 5 exemples un peu plus concrets de challenges qui ont été publiés donc, sur notre plateforme, qui n'ont pas eu trop de taux de réponse, mais il y en a d'autres qui ont eu plus de réponses, auxquelles vous pouvez toujours participer. Donc le premier, il nous a été présenté par le réseau d'énergie du Pérou, qui a des problèmes d'invasion d'oiseaux qui viennent se nicher en fait dans leurs stations électriques. Les stations électriques, c'est ce qu'on voit un peu sur le bord de la route, généralement, assez gros avec des fils de partout. Et en fait, ils aimeraient développer une technologie qui est écologique pour garder les oiseaux en dehors de ces stations. Ils n'ont pas vraiment d'idée précise de ce qu'ils veulent. En fait, ils sont assez ouverts sur la forme que ça peut prendre, mais disons que si, par exemple, votre techno, c'est d'avoir un capteur qui se relie à une enceinte et dès que les oiseaux se posent, ça les fait partir, ça peut fonctionner. Donc, ils ont pas mal de moyens à mettre à disposition et ils invitent justement les startups à venir tester directement sur le terrain les technos, ce qui est assez cool. Ensuite, on a donc Grupo La Moza, qui est donc plutôt dans la construction. Cette fois-ci, eux, en fait, à cause du dérèglement climatique, ils ont des problèmes au niveau du maintien de température, de température basse dans les bâtiments qui n'ont pas été construits à des époques où les vagues de chaleur étaient assez présentes. Et donc, ils aimeraient utiliser de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies qui sont moins gourmandes en énergie, en moyens, etc., pour maintenir des températures vivables dans leurs bâtiments. Ils sont, eux, présents sur 9 pays, donc c'est vraiment un gros projet assez large, qui est aussi intéressant, mais peut-être plus grave. Ensuite, on a un challenge qui nous avait été présenté donc, par le Hub d'innovation minière du Pérou, encore une fois. Eux, en fait, ils ont comme problématique que certains de leurs véhicules ont des pannes qui sont imprévisibles et qui impactent assez fortement leur coût, jusqu'à 20% de leur coût opérationnel, ce qui est assez gros. Et en fait, ils ont des données sur ces pannes, ils savent quand elles arrivent, ils savent pas prédire comment. Et en fait, l'idée, ils aimeraient utiliser soit de l'IA, des choses comme ça, pour pouvoir, sur ces engins-là, prédire la maintenance plus facilement et du coup réduire leur coût opérationnel. Ensuite, encore avec Grupo La Moza cette fois-ci, en fait, ils sont sur des régions qui sont assez touchées par les sécheresses et du coup, ils aimeraient réduire et améliorer leur gestion de l'eau en se disant que dans leur processus industriel, ils aimeraient utiliser moins d'eau, l'utiliser mieux
et également trouver des technologies pour capter l'eau qui est présente dans l'air, pour pas plus avoir à aller la chercher loin et réduire leurs coûts. Donc, ils aimeraient à la fois cette technologie un peu plus solide, matérielle, pour capter l'eau, réutiliser l'eau et comprendre comment l'utiliser moins, et des technologies un peu plus digitales pour améliorer leur process. Et ensuite, on a encore un projet donc, du réseau d'énergie du Pérou, cette fois-ci qui aimerait comprendre et améliorer la pollution de ces stations électriques qui sont également endommagées par la poussière et les pollutions industrielles. Donc en fait, ils aimeraient trouver des technologies pour, par exemple, mesurer la qualité de l'air afin de moins endommager leur matériel et de pouvoir améliorer la maintenance au quotidien de leur sous-station électrique. Est-ce que vous avez des questions sur ça? J'imagine qu'on n'a pas vous savez pas la réponse, je pense que c'est lui qui va publier sinon, mais est-ce qu'on a une idée de l'enjeu que ça représente pour eux? Est-ce que pour eux, c'est que bon, ils aimeraient bien travailler sur ça, mais s'ils l'ont pas, c'est pas grave. S'ils l'ont pas, ils respectent pas une réglementation, ils ont une pénalité. S'ils font pas, ils coulent. C'est quel est l'enjeu derrière? Ouais. Alors, je crois pas que ce soit précisé dans leur poste pour d'un point de vue légal, mais en tout cas, sur les oiseaux, ils avaient indiqué qu'ils avaient leurs coûts et sur la sécurité aussi des travailleurs, que j'ai oublié de mentionner. Dans le sens où les travailleurs sont exposés à toute cette poussière, toute cette pollution. Donc c'est quand même un enjeu humain et matériel. Donc c'est pas mineur. En général, pour qu'un challenge émerge et soit publié et soit validé par les équipes innovation, c'est qu'il est prioritaire. Sinon, ils n'arrivent pas à faire émerger les besoins. Quand le CIO, le Chief Innovation Officer, arrive à récupérer les besoins des business units, ça veut dire qu'elles en sont conscientes, ça veut dire que ça a été validé dans leur priorité. Ça veut dire qu'ils veulent le faire. Et le but de le faire aussi avec nous, avec notre accélérateur, c'est que ce soit, que ça reste pas dans les cartons, genre ah oui, on aimerait bien effectivement réduire la pollution, non, on voudrait le traiter en 6 mois, et qu'après on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Ça roule. Voilà, ça roule mieux après. Top, merci Nathan. Et du coup, on laisse la parole à Abel sur la partie investment. Ouais. Sauf s'il y a d'autres questions sur les challenges, mais sinon, on va passer côté Abel sur vraiment l'exit de l'accélérateur. À quoi peut servir aussi l'accélérateur dans les besoins de financement que vous pouvez rencontrer? And Abel, the floor is yours. Thank you. If you don't mind, I'm gonna switch to English. I could give it a try in French, but it's just I'm not that comfortable in French when it comes to professional meetings. So yeah, basically, thanks everyone for the introductions and yeah, setting up the stage. What I wanted to first discuss and introduce what we are doing again, like here in more details. Where are the opportunities for the accelerators and incubators, like also for the startups to exit and collaborate with partnerships, and maybe present what we could call a success story, and maybe something where you, the founders, could mirror and try to get a better understanding via a practical case. No, we prepared a bunch of slides, but I don't think I'll have time to follow through all the slides. Basically, again, coming back to the first words, EVAN, the European Business Angel Network, what we are doing is basically putting together a series of early stage investors, mainly angel investors, but also angel networks and angel federations all around Europe to facilitate and basically try to leverage all the existing opportunities that we have at European level. To equalize the ecosystem. No, I like to say that the early stage ecosystem, like any other ecosystem, even in like the nature, needs to be in balance. No, and you need to have like founders are ready to receive investments, and also investors are ready to invest and to work with the founders. No,
And then in this case, in the specific case of the EU-LAC Digital Accelerator, we have like a third figure or on a third and a fourth figure that we could call them the corporates. And then we can also work with them with the accelerators and incubators, no, in this very specific case, no. So we have like 4 different pillars of actions. That's why we are mainly focused on the investor, but all these actions are intertwined. Thank you. So a year ago, go ahead. The second slide, thank you. A year ago, during the Mobile World Congress in Barcelona, I don't know if you're familiar with the event, but it's like one of the biggest tech events in Europe and worldwide. They have a specific track of activities called 4 Years for Now. And this one is mostly focused on the startups rather than just corporates. We launched what we call the EU-LAC investor community. Here in this slide, we mentioned that we have 25 active members, but these are 25 that are committed to work with us. The actual community is a little bit wider, bigger. And if you see like the geographic distribution, it's pretty much in the line with what Clement already explained, with a strong presence in like, of course, the obvious ecosystem. So Brazil, Chile, Uruguay, also Argentina, Mexico leading. And then we also have a few other Angel Club and other investors in other regions, no? And of course, the counterpart in Europe, where for obvious reasons, well, we have the Spanish-speaking countries link with Spain, and then Brazil and other islands in the Caribbean with Portugal, no? So then we have something that we have tried to develop during this first year of activities under the EU-LAC investor community is to connect other regions are also investing and working with LATAM and the Caribbean via maybe some activities they may have in the States. So hence using like the flags, the Finn flag, the Finnish, Sweden and Norway, and a few other countries. Now, if you could pass to the following slide, please. Basically, why we believe that this is important, because under this umbrella, we have individual investors, as you can see, as I already mentioned, angel investor and angel federations. But what we are also trying to include under this umbrella is the institutional investors and the financial institutions. No, why do we believe that financial institutions are important? Because one of our partners of our EU-LAC Digital Accelerator is the Inter-American Development Bank. No, so that's like the other part of the puzzle. The idea is to connect all these investors with the startups, with the accelerators and incubators, and discuss under the EU-LAC Digital Accelerator, how can we put together, in this case, under the investors part, and a pan-Latin American investors community, so that we can facilitate the connections in LATAM. No, why are we doing this? Because basically, in our conversations, like the first meeting we had with some representatives of the ecosystem, we had the feeling that what was missing is not the investments opportunity are there, the startups are there, founders are there, accelerators and incubators are there, but even though they have the facility to communicate in the very same language, which is an extra barrier that we can remove in this case because of the common language, there were some gaps when it comes to communicating with what is happening and where are the investors between, let's say, Chile and Mexico or Mexico and Brazil. No, that's why we're working together with the IDB team, the Inter-American Development Bank team, and a few investors that are currently investing and are set in place there to put together this EU-LAC investor community. Why do we believe that this is important for you guys, for the founders, but also for the accelerators and incubators? And this takes me to my next talking point. No, this is the example of one of the partnerships that is coming through one of these specific services that are presented in these slides. No, it's a startup that is based in Europe. Okay, I won't disclose the name because we haven't signed the contract yet, but it's like a real case, something that we're nailing down these days. Basically, it's a startup that is working in Europe that received an investment round from one of our investors, and through
a series of webinars we have done for the investors. We presented the opportunities we have for the investors to work with corporates and the accelerators. No? So this startup had already in place a partnership with one corporate that is based in Mexico. No? And they also received this investment round from one of our angels. In this case, we could talk about the strategic partnership that was already in place, right? And then there was already like the digital innovation part, and in this case, it's fintech. That pillar also was already in place. What was missing was the cultural understanding, the support, and the cross-regional investment, right? In this case, in this very specific case, the investor in our case is coming seeking for that extra support when it comes to the cross-regional investments, because they are also based in Europe, but they would like to expand in Mexico and Chile, you know? So they are also trying to pull and understand to who they could reach out to in this ecosystem to basically open the doors there, no? Right? So that's also part of the support and also part of the cultural understanding, no? So then basically this startup managed to set up a collaboration agreement that will be signed in the coming weeks. And the idea is to basically set a type of a soft landing program where we, thanks to the connections we have done there and the connection of the corporates there, we are opening up a new market basically to them in this specific ecosystem. No? So this is like I believe, a very practical example of all these services that sometimes I understand might sound a little bit difficult to follow because we use all this EU jargon sometimes that is a little bit tricky to follow. But basically, in a nutshell, is you are a founder, you have an investor, you already have a partnership set up, and both of you guys are trying to access a new market. No, thanks to all these services that you can see here, we can actually help access these markets. No, which I believe is really important. And in this case, it was just accessing the market, but then also we are doing a series of other activities to basically validate the proof of concept of what they have done so far. So that is really important. And why and where is the role here? What's the role of the accelerators and incubators in this case? No, we believe that for the accelerators and incubators in this very specific case, this activity is actually really useful because ultimately they can also not much with what other accelerators and incubators are doing in other ecosystems, which is really important. But then at the same time, they're giving to startups that are under in their portfolios the opportunity to scale up and grow and access a different market. No, so it's basically also a win-win situation to everyone. No, because ultimately, like best case scenario, no, that's what we always like to say. Okay, what's like the best outcome that we could have out of this partnership is coming back to this example. Let's say that the proof of concept is right. We've managed to access a few markets there, and then the corporate is really happy with the solution provided by this startup. Ideally, ultimately, and the idea of the corporate is possible acquire the solution generated under this acceleration program, right? So then the investor will be happy because their startups managed to create a solution that then ultimately was acquired by the corporate. The startups also are happy because they managed to access a new market and sell the solution. And then the corporates are really happy also because they managed to, without zero investments, create a new solution for a problem in a new market. No? So that's a win-win situation. No, so I don't know if you guys have questions so far. Okay. Maybe for the room, just to clarify. So, Elena, you have a question? At the exit of the acceleration, the startups, they can have access to investment from either VCs and PE classically, but also to institutions like IDB Lab or to corporate investments, corporate capital. So that's what happened at the end of the acceleration, right? Correct. Yeah. That's the ultimate goal. Access these players that actually are basically they're trying to support you. It's just they are maybe not that well connected, and we're trying to basically connect all the dots. Okay. Yeah, for me. So yeah, if there are no questions, we can maybe carry on because we are a bit delayed and I actually have a hard stop.
So Just, yeah, basically, just one thing, Abel. Could you after send us your email? So maybe we sure. have personal questions and to not bother nobody. Just if you can. Thank you very much. I'm dropping it in the Okay, chat. great, perfect. Thank you. No worries. Dot.com, right? Yeah. I just drop it there in the chat. .org. So yeah, maybe it's also important to discuss, if possible, what we call the collaborative innovation, and what we have done so far there, no, and where the accelerators can connect with the universities, no. In this case, for instance, we were talking about the connections also between the academy and the accelerators are working with the academies. And in this case, we have the example of the university working there that basically have a solution. It's just they don't, in this specific case, they didn't have the human resources to develop and to find the product market fit in this specific case, no? So under the EU LAC, we have managed to carry on and develop this conversation and trying to put them together in touch with a corporate here in Europe, no? So it's not only about startups and founders. In this case, we can see that how through universities and other, let's say, technology transfer offices, TTOs, they can also benefit of this collaborative innovation. Now, if you can pass to the next slide, please. That's the next one. Okay. In this case, we wanted to focus more in the role of what we have called innovation hubs or digital innovation hubs, so-called digital innovation hubs. One of our partners, I believe you may know them, it's Guaira. In this specific case, Guaira ISPAM, they started as one of the task forces accelerators of Telefónica, which is one of the biggest SATCOM groups in the Spanish-speaking regions, and also quite big in Europe, no? And basically what they are doing, and thanks to their support, we have managed to also put together that map that Clément showed up earlier today. And again, basically the idea is to connect all these ecosystems and try to find connect the dots and trying to find the right opportunity for the startups that are working here in Europe and trying to find access this specific market, no? Would you pass to the next ones, because I actually need to go. So if you guys want, maybe this is basically what we have called the Atlas. So it's a space where you can find all the accelerators and incubators that we have tracked, and this has been done in partnership with one of the VCs involved in the EU LAC investor community. No, it's a collaborativo VC, and I can share with you the link if you guys would like to have access to it. Voila. That's actually really useful, because in a specific case where you would like to access one specific ecosystem, you can basically filter them down by regions, and yeah, we're gonna pass the case studies because I don't have time for them. But yeah, that's pretty much. Then there were like a few case studies explaining what I already also explained through the other thing. So that's fine. So if you guys have any other questions or any other topics you would like to raise, is now. If not, you feel free to reach me out over email. But I do have another in-person event. That's why I'm here in Madrid today, and I really need to run. Thank you very much, Abel. I'll pass the word and your address to the attendees, and thank you for being here today. So wish you a good and successful event in Madrid, and thanks for being here again. Thank you, guys. Take care. Bye. Bye. Nathan, tu peux passer sur la slide d'avant? Encore avant. Bon voilà, vous avez à peu près la totalité des infos. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir? Dans la meeting room virtuelle,
bon, je me souviens avoir entendu parler de solutions pour la construction, donc il y a pas mal de challenges liés à ça. Sur les sargasses, on n'a pas de challenge publié là-dessus. Par contre, les groupes qui s'occupent de ça, ils sont assez restreints. Donc, si vous avez déjà des relations avec des groupes qui s'occupent de la valorisation des sargasses, on peut en parler. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec deux choses. Un, allez voir sur la plateforme, inscrivez-vous, regardez s'il y a des challenges qui vous correspondent. Déjà, c'est le premier truc. Et deux, pensez si vous pouvez en amener vous. Donc, si vous avez déjà des liens avec des utilisateurs de Sargas, par exemple, n'hésitez pas. Ce que je retiens de Hamza. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Et pour la partie Invest, effectivement, Abel, donc, il fait partie de notre consortium. On est toutes ces entités qui travaillent ensemble sur le projet ULAC. Donc, Eban s'occupe de la partie investissement. Ça peut être intéressant de discuter avec eux sur non seulement le réseau d'investisseurs qu'ils ont, mais les possibilités qu'on a. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques ou des besoins, peut-être? Juste une petite question. Donc la date limite, c'est ce mois-ci? Oui, alors, Ok. disons que, mais enfin, oui et non. C'est qu'il y a des dates limites tous les 6 mois. On fait des batchs d'accélération tous les 6 mois. Là, celui-ci, les candidatures s'arrêtent fin octobre. Après, si vous avez un mois de retard, 2 semaines, un mois, elles seront quand même acceptées. C'est plus pour cadencer les promotions que des vrais time limits. Donc, voilà. Là, on a donné cette date-là sur la clean tech pour dire, OK, c'est en Q4 2024. Il n'y a pas d'applications qui seront refusées. Elles seront traitées soit un peu plus tard, soit au fil de l'eau. Mais vous arrêtez pas à ça. Au contraire, parlez-nous-en et on trouvera une place dans les programmes. OK? Non, j'avais question. Ouais. Petite question concrète, si je peux me permettre. Là, par exemple, je me suis connecté sur le site EULAC Digital. J'ai trouvé un challenge qui est intéressant sur l'energy transportation au Chili. À ce moment-là, je demande un meeting et c'est à la suite du meeting, si on voit qu'il y a un match, on présente un dossier ensemble, c'est ça? Je te suggère d'une part de nous notifier à nous, genre à moi, dire OK, ce challenge et par ailleurs de apply effectivement au challenge de l'autre côté à la personne. Nous, on va intermédier la relation et dis-leur aussi en quoi ça résout. Donc déjà leur apporter des premiers éléments, un premier deck peut-être sur ta solution, enfin qu'ils comprennent en quoi, Bien sûr. répond au challenge. C'est une pré-application, quoi. Alors, quand tu dis à toi, j'ai juste pas fait gaffe qui c'est. Moi, mon nom c'est Clément Lafargue, mais tu Ah, vas Clément, retrouver ok, c'est bon. ouais, ou ça peut être, pardon, tu vas avoir le nom aussi de la. Dans le challenge en bas, tu vas retrouver. Attends, je vais y aller. Un exemple. Le nom de la boîte? Tu as le nom de la boîte et tu as le nom d'une autre personne. Là, par exemple, tu as Santiago Isaza. Et donc, lui, il travaille pour EULAC-DA. Donc, à chaque fois, contacter et la personne qui a posté le challenge et la personne de chez nous qui s'occupe de ce challenge. Comme ça, tu es sûr d'avoir l'attention de tout le monde sur ton application. Donc oui, c'est pas forcément moi, je veux dire quelqu'un de chez ULAC, quoi. C'est 2 contacts. Ok. Et si tu veux être sûr que ce soit passé, n'hésite pas à nous écrire à nous, effectivement, qu'on leur remette un mot. On a eu cette réunion avec ces startups-là, ça peut les intéresser pour ce challenge. Juste pour leur dire, OK, faites gaffe à cette application, elle est valide, prenez-la en compte. Où est-ce que je trouve ton adresse email? Dans l'invitation? Je ne sais pas si tu vas la trouver sur le site, mais mon adresse email, c'est celle-ci. Je vous la renverrai. Pardon. Click to exit, je ne veux pas cliquer pour exit. C'est clément.lafargue@expertisefrance.fr. Mais je vous enverrai un mail après la réunion pour vous donner toutes ces infos. Pour vous envoyer ces slides et mon adresse et mes contacts. Alors, c'est inscrit.
startup dans la plateforme. Ouais, Et on ne voit pas dans la liste une corporate. ouais. Et on veut la solliciter, par exemple. Vous pouvez la contacter vous-même. Une corporate qui n'est pas encore sur la plateforme? Oui. Ben, on peut la contacter ensemble, ouais. D'accord. Dire si vous avez déjà une cible précise, Exactement. on peut effectivement nous, la contacter, lui dire ok, est-ce que vous avez des besoins dans tel domaine? Ouais. Après, si vous l'approchez par vous-même, c'est aussi possible. Mais oui, si vous avez une cible précise, on peut faire ça Parce ensemble. que je connais la société mère qui Ouais. est installée en Algérie Ouais, et une filiale qui est installée à Pirou. ok. À voir si ça rentre dans le cahier des charges qui est que l'entreprise doit être européenne. D'Amérique latine, c'est leur siège est en Algérie, peut-être que ça peut être. Justement, leur siège mère en Algérie. Oui, Il y a des filiales, donc soit en Europe, soit en Amérique latine. ouais, bah, à tenter. Exactement. Donc je vais me renseigner parce Ouais. que je viens de. Mais la seule limite que je vois, c'est peut-être que si leur siège social est algérien, ils ne sont pas considérés ni comme européens, ni comme d'Amérique latine. Ah, d'accord. Mais ça dépend de leur structure juridique, donc vérifions quand même Ouais. comment ils sont organisés et on peut regarder. D'accord, très bien. Mm. Je vais vous contacter sur Ouais, ça. très bien. D'accord. Ok. Euh, Est-ce que c'est clair? On a nos contacts. D'autres questions par rapport à vos propres projets en cours, peut-être des POC auxquels vous pensez mettre en place, ou des partenariats que vous avez pré-ciblés, que vous voulez nous soumettre? Peut-être vous pouvez répondre par mail directement. Ouais, bien sûr. Bien sûr, j'en profite pour vous laisser la parole, mais oui, on reste en contact par écrit. Ok. Et Mais ça peut. petite question, Clément. Alors, quel est le délai de réponse pour pouvoir prévoir en fait d'avancer concrètement? Est-ce que vous êtes un peu tous sous l'eau ou au contraire il y a une période qui est plus apte pour pouvoir engager une relation avec vous pour vous Non, avec soumettre nous, des projets? on est suffisamment staffé. Ok. Là, justement, c'est c'est toute cette team de partenaires qui travaillent ensemble. Ça fait une trentaine de personnes sur le projet. On sait gérer vos flux. Ok, parfait. Alors, merci beaucoup. Ok. Eh ben, je vais clôturer le call là. Ça nous fait une bonne heure de session. Merci beaucoup d'avoir participé et pour vos questions. Et on reste disponible pour répondre à tous vos besoins. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme en premier lieu et puis de nous écrire si vous avez des idées un peu opérationnelles à soumettre. OK? Merci. Merci beaucoup.